Ils ont d'abord cru à une erreur. Le 25 juillet 1944, à 9h38 précise, en Normandie, le silence tombe d'un coup sur les positions allemandes. Pas un silence naturel, pas celui qui suit une explosion ou annonce un assaut. Un silence artificiel, coupant, presque propre. Après des semaines de tirs d'artillerie incessants, de harcèlement continu, de bombardements irréguliers, le bruit s'arrête net, comme si quelqu'un avait tourné un interrupteur. Dans les tranchées, des personnes ne se lèvent toutes de suite. Les hommes restent figés, muscles tendus, regard fixe, les vétérans surtout. Ceux qui ont survécu à l'Est, à l'Afrique, à Stalingrad. Ils savent que le silence, dans une guerre moderne, n'est jamais neutre. Il signifie soit une retraite, soit quelque chose de bien pire. Dans son bunker de commandement, le général de division Fritz von B regarde sa montre. 9h38. Les aiguilles avancent. Depuis 6 semaines, sa division tient le secteur. Une division d'élite formée avant-guerre, durcie par des années de combat. Les positions sont préparées. Les tranchées profondes, les abris renforcés, les hommes savent quoi faire quand l'artillerie ennemie commence. Se plaquer au sol, attendre la première salve, puis la seconde, puis survivre. Mais cette fois, rien ne vient. Les observateurs allemands échangent des regards. Certains sortent la tête, brièvement. Le ciel est clair. Pas de bombardiers visibles, pas de chasseurs. Le sol est immobile. Les oiseaux, revenus depuis quelques minutes à peine, se posent à nouveau sur les arbres déchiquetés. Quelqu'un murmure que les Américains ont peut-être déplacé leur batterie. Un autre parle d'un problème de munitions. Un officier rit nerveusement et dit que ce calme est presque agréable. C'est à ce moment-là que la terre disparaît. Il n'y a pas de premier obus, pas de sifflement annonciateur, pas de fraction de seconde pour comprendre. À 9h38 et quelques battements de cœur, plus de 1000 projectiles frappent exactement en même temps. Pas une vague, pas une rafale. Une seule masse compacte de feu, de métal et de pression. Le sol se soulève comme une peau trop tendue qui se déchire. Les tranchées s'effondrent instantanément. Les abris, pourtant conçus pour résister à des bombardements prolongés, sont écrasés sous la violence simultanée des impacts. L'air devient solide, les poumons se vident, les tympans éclatent. Des hommes sont projetés hors de leur position avant même d'avoir compris qu'ils étaient attaqués. En une seconde, la division cesse d'exister en tant qu'unité cohérente. Dans le bunker, les cartes volent des murs. Les lampes s'éteignent. Le béton tremble comme s'il allait fondre. Le général est projeté contre une table. Les lignes téléphoniques meurent toutes à la fois. Pas une après l'autre, toutes. Les radios hurlent puis se taisent. Aucun message ne passe. Aucun ordre ne sort. Dehors, les survivants ne trouvent aucun rythme auquel s'accrocher. Il n'y a pas de pause entre les explosions, pas de creux pour respirer. La destruction est totale, instantanée, écrasante. Là où, d'ordinaire, un bombardement avertit, celui-ci exécute. Des hommes meurent debout, armes à la main. D'autres sont enterrés vivants sans avoir eu le temps de s'allonger. Certains courent, hagards, privés de toute logique, leurs cris noyés dans le fracas continu qui pourtant ne dure que quelques secondes. Quand le silence revient, il est encore plus insupportable que le précédent. Le terrain n'est plus un champ de bataille. C'est une surface lunaire. Les cratères se touchent, les repères ont disparu. Les routes, les chemins, les points de rassemblement n'existent plus. Les positions soigneusement préparées pendant des mois sont effacées en un instant. Dans son rapport ultérieur, le commandant allemand écrira que l'effet de choc fut indescriptible, que des soldats, pourtant aguerris, perdirent la raison sur place, que plus de 70% de ces hommes furent tués, blessés, rendus fous ou incapables de combattre en une seule matinée. Mais à 9h38 ce jour-là, il ne sait encore qu'une chose. Ce qu'il vient de vivre n'est pas un bombardement comme les autres. Ce n'est pas une question de puissance de feu. C'est autre chose. Quelque chose de calculé, de précis, de méthodique. Sans le savoir, lui et sa division viennent d'être les premiers à faire face à une nouvelle forme de guerre où le courage, l'expérience et la discipline ne suffisent plus, les stiffins plus. Une guerre où une seule seconde bien synchronisée vaut plus que des heures de combat. Après la première seconde, le cerveau humain cherche un schéma, un rythme, quelque chose à quoi se raccrocher pour survivre. Mais sur ce secteur de Normandie, il n'y en a pas. Les hommes qui ont survécu aux premières explosions restent plaqués au sol, incapables de comprendre si le bombardement est terminé ou s'il va reprendre. Certains se relèvent trop tôt,
d'autres restent immobiles, paralysés, même lorsque plus aucun obus ne tombe. Le silence qui suit n'apporte aucun soulagement. Il n'est pas rassurant, il est accusateur. Dans les minutes qui suivent, les officiers allemands tentent de reprendre le contrôle. Ceux qui sont encore en vie, du moins. Les ordres sont hurlés à travers la poussière, mais personne ne répond. Les sous-officiers cherchent leur section. Les sections n'existent plus. Les tranchées ne sont plus reconnaissables. Les points de ralliement ont disparu sous les cratères. Le problème n'est pas seulement la destruction matérielle, c'est l'absence totale de repères. La doctrine allemande repose sur l'ordre, la continuité, la capacité à réagir rapidement à une menace identifiée. Ici, il n'y a rien à identifier. Pas de direction d'attaque, pas de montée en puissance. Pas de temps d'adaptation. Ce que les survivants viennent de subir n'entre dans aucune catégorie connue. Pour comprendre pourquoi cette division était condamnée dès la première seconde, il faut s'arrêter sur une certitude profondément ancrée dans l'armée allemande en 1944, la conviction d'être la meilleure force militaire du monde. Cette conviction ne sort pas de nulle part. Elle s'est construite au fil de victoires spectaculaires. La Pologne balayée en quelques semaines, la France effondrée en 42 jours, les armées ennemies encerclées, désorganisées, surprises par une guerre de mouvement que personne n'avait anticipée à cette échelle. Même en Union soviétique, malgré l'échec final, la Wehrmacht a prouvé une capacité de combat exceptionnelle dans des conditions extrêmes. Les officiers allemands ont été formés dans une tradition où la guerre est un art, où la décision humaine, l'initiative individuelle, la discipline et la manœuvre priment sur tout le reste. L'artillerie, dans cette vision, est un outil précis, presque chirurgical. On frappe là où il faut, quand il faut. On ajuste le tir, on observe, on corrige, et surtout, on avertit sans le vouloir. Un bombardement classique commence toujours de la même manière. Les premiers obus tombent, ils font peu de dégâts, ils signalent. Les soldats se jettent à couvert. Les pertes réelles viennent ensuite, mais elles sont déjà réduites par les réflexes appris au fil des années. Cette mécanique est connue, elle est intégrée, elle fait partie du jeu cruel de la guerre. C'est précisément cette habitude qui devient une faiblesse mortelle. Lorsque les premiers rapports venus d'Afrique du Nord évoquent des méthodes d'artillerie américaines inhabituelles, l'état-major allemand ne s'inquiète pas. En février 1943, au col de Kasserine, l'artillerie américaine se montre maladroite. Les batteries sont dispersées, les tirs mal coordonnés, les unités allemandes écrasent les forces américaines avec une relative facilité. La conclusion est immédiate et fatale. Les Américains ont du matériel, mais pas le savoir-faire. Ils sont riches, mais inexpérimentés. Ils compensent leur manque de doctrine par des volumes de feu inefficaces. Ce jugement ne sera jamais révisé à temps. Ce que les officiers allemands ne voyaient pas, c'est que les Américains, contrairement à eux, ne considèrent pas la guerre comme un art figé. Ils la traitent car comme un problème industriel. Un problème à analyser, décomposer, optimiser. Là où les Allemands perfectionnent ce qu'ils savent déjà faire, les Américains reconstruisent leur manière de combattre à partir de zéro. Pendant que les généraux allemands se félicitent de leur supériorité tactique, une transformation silencieuse est en cours de l'autre côté de l'Atlantique. Une transformation qui ne repose ni sur le génie individuel, ni sur l'héroïsme, mais sur des tableaux, des chiffres, des procédures et des systèmes. Et lorsque cette transformation arrive enfin sur les champs de bataille européens, elle ne cherche pas à rivaliser avec la tradition militaire allemande. Elle la contourne, elle la rend obsolète. Sur les positions ravagées de Normandie, les survivants allemands commencent à comprendre que quelque chose a changé. Pas seulement l'intensité du feu, sa nature même. Ils ont affronté des armées, des doctrines, des hommes. Ce matin-là, ils viennent d'affronter un système. À des milliers de kilomètres de la Normandie, bien avant que la première seconde ne tombe sur les positions allemandes, la guerre avait déjà pris une autre direction. Ce n'était pas sur un champ de bataille, ce n'était pas sous le feu ennemi. C'était dans des salles sans fenêtres, éclairées par des néons, au milieu de cartes quadrillées, de tables balistiques et de piles de manuels épais. Fort Sill, Oklahoma. Un nom sans gloire, sans légende, sans monument. Et pourtant, c'est ici que l'artillerie moderne était réinventée. Dans les années 1930, l'armée américaine part d'un constat humiliant. Son artillerie est lente, rigide, inefficace. Chaque batterie agit presque seule.
Les observateurs avancés communiquent avec 1 ou 2 unités, rarement plus. La coordination à grande échelle est lourde, imprécise, dépendante d'hommes clés, tout ce que les Allemands font mieux. Plutôt que de chercher à copier les meilleures armées du monde, certains officiers américains posent une question radicale. Et si le problème n'était pas la compétence des hommes, mais l'organisation du système? Ils cessent de voir l'artillerie comme un ensemble de canons. Ils commencent à la voir comme un réseau. Au cœur de cette transformation se trouve une idée simple, presque banale: centraliser le calcul. Jusqu'ici, chaque batterie calcule ses propres tirs. Les erreurs s'additionnent. Les délais s'allongent. À Fort Sill, on imagine autre chose. Un centre unique, un cerveau collectif, des équipes entières dédiées uniquement au calcul des solutions de tir. C'est la naissance du Fire Direction Center. Dans ces salles, il n'y a pas de héros, pas de gestes spectaculaires. Des hommes et des femmes en uniforme manipulent des règles à calcul, des tables imprimées, des graphiques précis. Ils transforment des coordonnées en angles, des distances en secondes, des ordres verbaux en mathématiques pures. Là où un officier allemand doit jongler entre observation, calcul et commandement, les Américains séparent seulement les fonctions. L'observateur observe, le centre calcule, les batteries tirent. Cette séparation change tout. Un seul observateur américain, équipé d'une radio et formé aux procédures, peut appeler le feu de dizaines de batteries, parfois d'un corps d'armée entier. Il ne connaît pas leur emplacement exact. Il n'en a pas besoin. Le système le sait pour lui. Mais un cerveau sans nerfs ne sert à rien. Alors les Américains s'attaquent au deuxième pilier, la communication. Là où les Allemands comptent sur des réseaux radiofragiles et souvent interceptés, les Américains posent du fil, partout, tout le temps. Une division peut dérouler des milliers de kilomètres de câbles en quelques semaines. Les lignes sont doublées, puis triplées. Si l'une est coupée, une autre prend le relais. Si toute tombe, la radio intervient. Et derrière la radio, une autre fréquence. Cette obsession de la redondance n'est pas du luxe, c'est une philosophie. Chaque élément doit pouvoir tomber sans que l'ensemble ne s'effondre. Pendant ce temps, dans les états-majors allemands, cette approche paraît inutilement lourde, trop bureaucratique, trop lente. La guerre, pense-t-il, se gagne par la décision rapide et l'initiative individuelle, pas par des procédures standardisées. C'est là qu'ils commettent leur erreur la plus profonde, car la standardisation américaine ne concerne pas seulement les hommes et les méthodes, elle concerne surtout les obus. Chaque projectile de 105 mm fabriqué aux États-Unis est rigoureusement identique à un autre. Même poids, même charge, même comportement balistique, peu importe l'usine, peu importe le mois de production. Les tables de tir restent valables. En Allemagne, en 1944, ce n'est plus le cas. La production est dispersée. Le travail forcé, les sabotages, le manque de matières premières et les matières premières créent des variations constantes. Un lot d'obus ne se comporte pas comme le précédent. Chaque nouvelle livraison exige des réglages, du temps, des tirs d'essai, du temps que l'Amérique, elle, n'a plus besoin de perdre. À Fort Sill, ces éléments s'assemblent lentement. Calcul centralisé, communication robuste, munitions standardisées, personnel formé à des procédures identiques, répétées jusqu'à l'automatisme. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux, mais c'est implacable. Quand ce système traverse l'Atlantique, il ne cherche pas à impressionner, il cherche à fonctionner. Et lorsqu'il fonctionne enfin à pleine capacité, en Normandie, il ne laisse aucune place à l'improvisation ennemie. Les soldats allemands, qui se relèvent péniblement dans les cratères, ne le savent pas encore, mais ce qu'ils viennent de subir n'est pas le résultat d'un coup de chance, ni d'un excès de puissance. C'est la sortie froide et précise d'une machine parfaitement réglée. Une machine qui ne tire pas pour faire peur. Une machine qui tire pour arriver exactement à la même seconde. La puissance du système américain ne se révèle pleinement qu'au moment où l'on comprend ce que signifie, concrètement, être connecté. Sur le champ de bataille, la communication n'est pas un détail technique. C'est la différence entre une armée et une foule armée. Du côté allemand, en 1944, les réseaux sont déjà fragilisés. Les lignes téléphoniques sont coupées par les bombardements aériens. Les radios sont rares, souvent de courte portée, vulnérables au brouillage et à l'interception. Un poste détruit, un opérateur tué, et une unité entière se retrouve aveugle. Le commandement devient local, fragmenté, improvisé. Chez les Américains, la logique est inverse. Chaque division arrive en Europe avec une doctrine simple.
La communication doit survivre à tout. Les équipes Dieu de transmission travaillent jour et nuit. Elles déroulent de Kundelauch des kilomètres de câbles le long des haies, dans les fossés, à travers les villages détruits. Les lignes sont enterrées quand c'est possible, camouflées quand ça ne l'est pas. Et surtout, elles sont doublées, parfois triplées. Quand une ligne est coupée, personne ne panique. Une autre prend le relais. Si les fils sont détruits, la radio s'active. Si une fréquence est brouillée, une autre est déjà prévue. Tout est pensé pour que l'information continue de circuler, même au cœur du chaos. Cette obsession n'est pas accidentelle. Elle est enseignée, répétée, testée lors d'exercices où l'on coupe volontairement les communications pour observer la réaction des unités. Les erreurs sont notées, corrigées, standardisées. Ainsi, sur le terrain normand, un observateur d'artillerie américain n'est jamais seul. Même isolé, même encerclé, il reste une extension du système. Sa radio est un cordon ombilical. Tant qu'il peut parler, le feu peut tomber. Pour les soldats allemands, cette réalité est incompréhensible. Dans leur expérience, l'artillerie ennemie fonctionne par secteur, par batterie distincte. On peut localiser une position. Contrebattre, déplacer ses hommes, se glisser entre les salves, mais face à un réseau, il n'y a rien à localiser, rien à détruire définitivement. Quand une batterie américaine cesse de tirer, ce n'est pas parce qu'elle est réduite au silence, c'est parce que le système a décidé qu'elle n'était plus nécessaire à cet instant précis. Le cœur de ce réseau, le Fire Direction Center, agit comme un chef d'orchestre invisible. Les demandes arrivent de partout. Un observateur signale un mouvement sur une route, un autre repère une concentration de troupes derrière une haie. Les informations convergent. Elles sont hiérarchisées, traitées, transformées en ordre. Il n'y a pas de débat, pas de place pour l'interprétation personnelle. Les procédures mais sont claires. Les calculs sont rapides. Les décisions sont mécaniques. C'est cette mécanique qui rend possible l'impensable. Lorsque le centre décide d'un tir synchronisé, chaque batterie reçoit un ordre précis. Pas ouvrez le feu, mais ouvrez le feu à telle seconde. Les artilleurs ne savent pas ce que font les autres unités. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Ils font confiance au système. À l'inverse, côté allemand, chaque commandant de batterie doit composer avec l'incertitude. Les munitions varient, les communications sont instables. Les observateurs avancés travaillent avec un nombre limité de canons. La coordination à grande échelle est lente, fragile, dépendante de chaînes hiérarchiques longues. Ce déséquilibre ne saute pas immédiatement aux yeux. Pendant un temps, il reste théorique. Puis il devient pratique. Puis il devient létal. En Normandie, après la première seconde, les Allemands tentent de comprendre ce qui leur est arrivé. Certains parlent d'un bombardement exceptionnel, d'autres évoquent une chance incroyable. Mais personne n'ose encore dire la vérité. Ils ne sont plus confrontés à une artillerie ennemie classique. Ils affrontent une architecture où chaque homme n'est qu'un nœud remplaçable, chaque canon un simple exécutant, chaque obus un élément parfaitement prévisible d'une équation plus large. Et face à une telle structure, la bravoure individuelle ne change rien. L'expérience non plus. Même l'intelligence tactique se heurte à un mur invisible. Car comment manœuvrer contre quelque chose qui frappe partout à la fois, sans prévenir, sans se montrer? À ce stade, les survivants allemands n'ont encore qu'une intuition vague, une sensation de déséquilibre profond. Mais très vite, sur d'autres secteurs, à d'autres moments, cette intuition va se transformer en certitude. Ce qu'ils ont vécu à 9h38 n'était pas une exception. C'était un aperçu. Il existe une illusion tenace dans la guerre, celle qui consiste à croire que la supériorité vient toujours du courage, de l'expérience ou de la qualité du matériel. En Normandie, en 1944, cette illusion commence à se fissurer là où personne ne l'attendait vraiment, dans les caisses de munitions. Pour les artilleurs américains, un obus est une constante. Pour les Allemands, en revanche, il est devenu une variable. Au début de la guerre, l'industrie allemande produisait des munitions d'une qualité remarquable. Chaque lot était testé, mesuré, calibré, les tables balistiques tenaient, les corrections étaient les minimes, mais en 1944, cette époque est révolue. Les usines sont bombardées, la production est dispersée. Une partie du travail est confiée à des ateliers improvisés, souvent alimentés par du travail forcé. Le sabotage devient courant. Les matières premières manquent. La précision s'effrite.
Deux obus du même calibre, issus de deux lots différents, ne se comportent plus de la même manière. Leur poids varie légèrement. La charge propulsive aussi. La trajectoire change. Pour les artilleurs allemands, chaque nouvelle livraison impose des tirs de réglage. Il faut apprendre chaque lot, recalculer, ajuster, perdre du temps. Les Américains, eux, ont éliminé ce problème avant même d'entrer en guerre. Dans les usines des États-Unis, la standardisation est une obsession. Chaque obus de 105 mm est identique à un autre, qu'il soit fabriqué en Pennsylvanie, en Californie ou dans le Midwest. Les tolérances salines sont strictes, les contrôles constants. Les tables balistiques deviennent fiables au point de pouvoir être utilisées sans correction préalable. Ce détail, apparemment technique, a une conséquence directe, la précision temporelle. Car pour synchroniser des centaines de tirs, il ne suffit pas de connaître la distance. Il faut connaître exactement le comportement du projectile. À la seconde près, à la fraction de seconde près. Un obus imprévisible rend toute synchronisation impossible. C'est là que la dernière pièce du puzzle américain s'emboîte. La méthode dite du time on target. Sur le papier, l'idée paraît presque triviale. Chaque batterie se trouve à une distance différente de la cible. Chaque obus a un temps de vol différent. Il suffit donc de calculer ces temps, puis de donner l'ordre de tirer non pas simultanément, mais dans un ordre précis. Les batteries les prenant les plus éloignées d'abord, les plus proches en dernier. Ainsi, tous les obus arrivent exactement au même instant. Mais ce « il suffit » cache une complexité énorme. Il faut des tables fiables, il faut des communications instantanées, il faut des équipes capables de calculer rapidement, il faut des canons bien réglés, il faut des munitions identiques, et surtout, il faut une discipline absolue, aucun retard, aucun zèle, aucun tir prématuré. Lorsque tout cela fonctionne ensemble, le résultat n'est pas un bombardement, c'est une collision. Les études menées bien plus tard par l'armée américaine sur les réactions humaines au feu d'artillerie montrent pourquoi cette seconde est décisive. Lorsqu'un premier obus tombe, une majorité de soldats est encore debout. Après 2 secondes, beaucoup ont déjà plongé à couvert. Après 8 secondes, presque tous sont protégés autant que possible. Le time on target supprime cette chronologie. Il n'y a pas de premier obus. Il n'y a pas de phase d'alerte. Il n'y a pas de montée en intensité. Tout arrive avant que le cerveau humain ne puisse réagir. Ainsi, à 9h38, sur les positions allemandes, plus de la moitié des hommes sont encore debout, en mouvement, en train de parler, d'observer ou simplement de respirer normalement. La synchronisation transforme cette posture en condamnation. Ce n'est pas seulement la quantité d'explosifs qui tue, c'est le timing. Les Allemands, eux, continuent de penser en termes de volume et de durée. Pour eux, un bombardement est efficace s'il dure longtemps, s'il épuise, s'il écrase moralement. Ils n'ont jamais envisagé qu'une seule seconde puisse suffire. Quand les survivants de Normandie tentent de raconter ce qu'ils ont vécu, leurs mots se ressemblent, non. Ils parlent d'un mur, d'un choc total, d'une sensation de fin du monde instantanée. Ils n'évoquent pas un bombardement progressif, mais une rupture brutale de la réalité. Et ce n'est que le début. Car ce qui a été testé ce matin-là sur un secteur précis va devenir dans les semaines suivantes une méthode systématique. Une arme stratégique, une réponse automatique à toute tentative de manœuvre ennemie. La première division allemande a été frappée sans avertissement. Les suivantes comprendront ce qui les attend. Mais comprendre n'aidera pas à survivre. Pour les hommes qui ont survécu à la première frappe, le plus difficile n'est pas la douleur, c'est l'absence de logique. Sur un champ de bataille classique, même dans le chaos, il existe une séquence reconnaissable. Le tir commence, il s'intensifie, il faiblit. On apprend à respirer entre les explosions, à compter les secondes, à anticiper, à survivre en se synchronisant avec la violence. Ici, rien de tout cela n'existe. Après l'impact simultané, certains soldats allemands restent allongés, convaincus qu'une seconde vague va suivre immédiatement. D'autres se relèvent en pensant que le bombardement est terminé. Les deux ont tort, car le time on target n'est pas conçu pour marteler, il est conçu pour casser. Quand les Américains reprennent le tir, ce n'est pas par continuité, mais par décision. Une nouvelle mission, un nouveau calcul, une nouvelle synchronisation. Chaque frappe est indépendante, chaque frappe est totale. Dans les états-majors allemands encore fonctionnels, on tente de comprendre ce qui s'est passé. Les officiers interrogent les survivants. Les témoignages sont confus, presque incohérents. Personne ne peut décrire une séquence normale.
Tous parlent d'un instant unique, d'un choc sans avertissement. Ce flou sape le commandement. Comment adapter une manœuvre défensive à un ennemi qui ne suit aucun rythme apparent? Comment déplacer des unités si chaque rassemblement peut être effacé avant même que les hommes n'aient pris position? Comment contrebattre une artillerie qui ne tire pas longtemps mais parfaitement? Sur le papier, les Allemands comprennent la théorie. Ils savent calculer des temps de vol, ils savent coordonner des tirs. Mais en pratique, ils se heurtent à une réalité qu'ils ne peuvent pas modifier rapidement. Leurs observateurs avancés travaillent avec un nombre limité de batteries. Leurs communications sont fragiles. Leur artillerie doit souvent régler le tir à chaque nouvelle mission. La synchronisation parfaite reste hors de portée. Et surtout, ils manquent de temps. Car pendant qu'ils tentent d'analyser, l'artillerie américaine passe à l'étape suivante. Dans les jours qui suivent le 25 juillet, le time on target devient une réponse réflexe. Une colonne repérée sur une route, mission synchronisée. Une concentration d'infanterie derrière une haie, mission synchronisée. Un poste de commandement identifié, mission synchronisée. Il n'y a plus de gaspillage de munitions. Chaque frappe vise à maximiser l'effet immédiat, à surprendre, à désorganiser, à empêcher toute réaction cohérente. Les soldats allemands commencent à modifier leur comportement. Ils évitent les regroupements, ils dispersent les véhicules, ils hésitent à se déplacer de jour. Mais ces adaptations ont un coût. Elles ralentissent tout. Le ravitaillement, les rotations, les ordres. Et malgré ces précautions, la peur persiste. Car la méthode américaine ne punit pas l'erreur, elle punit l'existence même d'une cible. Dans les hôpitaux de campagne, les médecins allemands notent des symptômes inhabituels. Des hommes physiquement indemnes, mais incapables de parler. D'autres qui tremblent violemment à chaque bruit sec. Certains restent figés pendant des heures, les yeux ouverts, sans répondre. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas seulement la peur, c'est la destruction brutale des mécanismes de survie appris au fil des années. Sur le front de l'Est, les bombardements soviétiques étaient massifs, mais prévisibles. On savait quand ils commençaient, on savait quand ils finissaient. Ici, la menace n'a pas de forme. Un officier allemand résume la situation dans une note interne. L'artillerie ennemie ne cherche plus à nous user, elle cherche à nous empêcher d'exister. Cette phrase, pourtant lucide, arrive trop tard, car pendant que l'armée allemande tente encore de comprendre ce qui lui arrive, les Américains élargissent l'usage du time on target à des opérations de plus en plus ambitieuses. Ils ne l'emploient plus seulement pour ouvrir une percée, mais pour contrôler l'espace, interdire le mouvement, briser toute tentative de regroupement. Ce qui s'est produit à 9h38 n'était pas une expérimentation isolée, c'était une démonstration. Et dans les semaines suivantes, cette démonstration va être répétée, affinée, perfectionnée, jusqu'à ce qu'elle devienne l'un des instruments décisifs de la guerre en Europe de l'Ouest. L'opération Cobra ne s'arrête pas à la destruction initiale. Ce que l'artillerie américaine a ouvert en une seconde, l'infanterie et les blindés vont l'exploiter pendant des jours. Mais pour les Allemands, le véritable choc ne réside pas seulement dans la perte du terrain. Il réside dans la certitude que ce qui s'est produit peut se reproduire n'importe où, n'importe quand. À mesure que les lignes allemandes se disloquent au sud de Saint-Lô, les rapports remontent vers les états-majors encore intacts. Tous décrivent la même chose, des unités pulvérisées sans avertissement, des positions pourtant solides effacées en un instant, des soldats incapables de se regrouper avant d'être à nouveau frappés. La percée américaine n'est pas seulement rapide, elle est fluide. Les Allemands tentent de reconstituer des lignes de défense temporaires, des points d'appui, des carrefours fortifiés. Mais chaque tentative attire immédiatement l'attention des observateurs ennemis. Les radios américaines crépitent, les coordonnées sont transmises, les centres de tir calculent. Puis le ciel s'abat. À ce stade, l'artillerie n'est plus un soutien. Elle devient un outil de contrôle du champ de bataille. Les colonnes allemandes qui tentent de se déplacer de nuit découvrent que l'obscurité n'offre plus la protection espérée. Les observateurs avancés, positionnés sur les hauteurs, enregistrent les mouvements, les lueurs, les bruits de moteurs. Une fois la cible confirmée, l'heure importe peu. La synchronisation fonctionne aussi bien dans le noir. Les survivants commencent à parler de murs invisibles, des zones qu'il est impossible de traverser sans pertes immédiates, des routes maudites. Des carrefours qui attirent la mort.
Pourtant, au début du mois d'août 1944, le commandement allemand décide de tenter un pari désespéré. Hitler ordonne une contre-offensive, une dernière tentative pour couper les forces américaines qui avancent trop vite. L'opération est baptisée Lüttich. 4 divisions blindées doivent percer vers Avranches et isoler les troupes de Patton. Sur le papier, le plan a du sens. Les unités engagées sont parmi les meilleures restantes. Les équipages sont expérimentés. L'attaque bénéficie encore d'un certain effet de surprise. Mais il y a un détail que les planificateurs allemands ne peuvent pas neutraliser. Sur la colline 317, au-dessus de la petite ville de Mortain, des observateurs américains sont déjà en place. Ils ne sont pas nombreux, ils ne disposent pas de chars, ils n'ont qu'une radio, des cartes et une vue dégagée sur les routes en contrebas. Lorsque les colonnes allemandes commencent à avancer, ils les voient immédiatement. Les rapports partent, les centres de tir répondent. Mission après mission, les batteries entrent en action. Les frappes ne cherchent pas à détruire chaque char. Elles visent les zones de rassemblement, les routes d'approche, les points de commandement. Chaque mission est synchronisée. Chaque mission tombe sans avertissement. Les soldats allemands décrivent des murs d'acier incandescents, des explosions simultanées qui transforment les vallées en pièges mortels. Les unités d'assaut perdent leur cohésion avant même d'avoir atteint la ligne de front. Sur la colline 317, les observateurs américains tiennent pendant des jours. Ils sont encerclés, bombardés, à court de munitions et de vivres. Mais tant que la radio fonctionne, l'artillerie continue de parler pour eux. À la fin, la contre-offensive allemande est brisée. 4 divisions blindées ont été stoppées par quelques centaines d'hommes, non pas grâce à une supériorité numérique ou morale, mais grâce à l'accès à un système capable de frapper instantanément là où il faut. Le message est désormais clair, même pour les officiers allemands les plus sceptiques. Il ne s'agit plus de tactique contre tactique. Il s'agit d'un affrontement asymétrique entre une armée et une infrastructure. Et cette infrastructure ne fatigue pas, ne doute pas, ne panique pas. Elle calcule. Après Mortain, il ne reste plus de doute. Ce que les unités allemandes affrontent n'est pas une série de frappes chanceuses, ni une concentration exceptionnelle de moyens. C'est un mode opératoire devenu routinier. Une réponse automatique à toute tentative de mouvement, de regroupement ou de commandement. À partir de ce moment-là, la guerre change de visage pour les soldats allemands en Normandie. Ils cessent de penser en rond, de penser en kilomètres. Ils pensent en secondes. Chaque ordre de déplacement est désormais accompagné d'une question silencieuse. Combien de temps avant que quelqu'un nous voie? Combien de temps avant que les coordonnées soient transmises? Combien de temps avant que tout s'arrête? Cette incertitude permanente s'installe dans les esprits. Elle use plus vite que la fatigue physique, plus vite que la faim, plus vite que le manque de sommeil. Dans les unités encore opérationnelles, les officiers tentent d'adapter leur méthode. Les colonnes sont fractionnées, les véhicules espacés, les rassemblements interdits, les ordres transmis de vive voix autant que possible. Mais ces adaptations ralentissent tout. Le ravitaillement devient chaotique, les blessés s'accumulent faute d'évacuation. Les unités se retrouvent isolées les unes des autres. Et malgré ces précautions, le système américain continue de fonctionner, car l'artillerie ne frappe pas seulement ce qui bouge, elle frappe ce qui pourrait bouger. Des carrefours vides sont bombardés par anticipation. Des routes sont rendues impraticables sans qu'aucune colonne n'y soit encore engagée. Des zones entières deviennent interdites simplement parce qu'elles sont logiquement nécessaires à une retraite ou à une manœuvre. C'est ainsi que se forme ce que les soldats allemands commencent à appeler, entre eux, des zones mortes. Des espaces où entrer revient à accepter l'éventualité d'une disparition instantanée. Cette pression constante a un effet psychologique profond. Les médecins militaires allemands, dépassés par l'afflux de blessés, notent des cas de plus en plus nombreux de ce qu'ils qualifient de effondrement nerveux soudain. Des hommes jusque-là solides, parfois décorés, cessent de réagir après un bombardement synchronisé. Ils ne hurlent pas, ne fuient pas, ils s'éteignent intérieurement. Contrairement au choc des bombardements prolongés qui laissent le temps au cerveau de s'habituer, le time on target détruit les mécanismes d'adaptation. Il ne permet ni anticipation ni résilience. Il n'y a pas de rythme auquel s'accrocher. Dans certains hôpitaux de campagne, les médecins observent des symptômes inhabituels, une hypersensibilité extrême au bruit soudain, une incapacité à traiter plusieurs stimuli à la fois, des crises de panique déclenchées par un simple claquement de porte.
Ces hommes ne sont pas blessés au sens classique, mais ils ne peuvent plus combattre. Pendant ce temps, l'étau se resserre. Après l'échec de la contre-offensive de Mortain, les forces allemandes se retrouvent progressivement encerclées. Les Alliés avancent depuis l'ouest, le sud et l'est. Les possibilités de repli se réduisent. Une seule issue subsiste, un corridor étroit menant vers l'est près de Falaise. Sur les cartes allemandes, ce passage apparaît comme une voie de salut. Sur les cartes américaines, il est déjà marqué comme une cible. Les observateurs sont en place sur les hauteurs. Les routes sont préenregistrées. Les temps de vol sont calculés à l'avance. Il ne manque qu'une chose, le moment. Et lorsque les premières de colonnes allemandes s'engagent dans ce couloir, elles ne savent pas encore qu'elles entrent dans l'une des zones les plus méthodiquement détruites de toute la campagne de Normandie. Ce qui les attend n'est pas une bataille, c'est un processus. Le corridor de Falaise n'est pas une route comme les autres. C'est une bande de terre étroite écrasée entre des collines, des haies épaisses et des villages déjà éventrés par les combats. En août 1944, c'est le seul passage encore praticable pour des dizaines de milliers de soldats allemands qui tentent d'échapper à l'encerclement. Tout ce qui peut rouler, marcher ou être traîné converge vers ce point. Dès les premières heures, la route se sature. Chars endommagés, camions de ravitaillement, canons tractés, ambulances improvisées, chevaux affolés, colonnes d'infanterie épuisées. L'ordre de repli existe sur le papier, mais sur le terrain, il se transforme en un mouvement lent, désorganisé, presque organique. Chaque unité essaie de passer avant les autres. Chaque minute perdue rapproche l'encerclement final. Ce que les soldats allemands ignorent, c'est que cette route a déjà été intégrée dans le système américain. Depuis les hauteurs environnantes, les observateurs voient tout. Les embouteillages, les pauses, les tentatives de dégagement, les feux de moteur la nuit, les silhouettes qui s'accumulent au même endroit, les coordonnées ont été relevées, les distances mesurées, les temps de vol calculés bien avant que la première colonne n'arrive. Lorsque l'artillerie ouvre le feu, ce n'est pas en continu, ce serait inutile. Les frappes tombent par missions successives, à intervalles réguliers, toutes les 30 minutes, parfois moins. Chaque mission implique 10 à 15 batteries. Chaque mission est synchronisée. Chaque mission transforme un segment précis de la route en piège mortel. Les premiers impacts craignent des carcasses. Les carcasses bloquent la circulation. Les véhicules suivants s'arrêtent, s'entassent et deviennent à leur tour des cibles parfaites. Très vite, le corridor se remplit de débris, de métal tordu, de corps, d'équipements abandonnés. Les blessés ne peuvent plus être évacués. Les unités médicales sont détruites ou bloquées. Les officiers perdent toute capacité de commandement. Les ordres ne servent plus à rien quand il n'y a plus d'espace pour manœuvrer. Un général allemand décrira plus tard cette route comme un couloir où chaque pas en avant équivalait à une condamnation statistique. Les soldats tentent de quitter la route, de se disperser dans les champs, mais les haies ralentissent les mouvements. Les pentes exposent les silhouettes, et les observateurs, patients, ajustent simplement les coordonnées. L'artillerie américaine ne cherche pas à poursuivre. Elle attend. Elle frappe. Elle attend encore, comme une machine qui sait que la matière première finira par se présenter d'elle-même. À la fermeture définitive de la poche, les chiffres sont implacables. Des dizaines de milliers de soldats capturés, des milliers tués. Une proportion écrasante des pertes causées par l'artillerie. Pas par des combats rapprochés, pas par des charges héroïques, par une série méthodique de frappes synchronisées. Pour ceux qui survivent et tombent en captivité, une certitude s'impose. Ils n'ont pas été vaincus par une manœuvre brillante. Ils ont été absorbés par un processus, mais la guerre n'est pas encore terminée. Et ce système, désormais éprouvé, va être confronté à une dernière tentative allemande. Une tentative désespérée, menée dans l'hiver, quand tout semble encore possible. Dans les forêts des Ardennes, la machine va recevoir une nouvelle pièce. Une pièce qui rendra le time on target encore plus meurtrier. Décembre 1944. Les Ardennes. La neige étouffe les sons. Les forêts épaisses masquent les mouvements. Le froid ralentit les moteurs, fige les hommes, engourdit les réflexes. Pour le commandement allemand, c'est le moment idéal pour tenter une dernière percée. Une surprise stratégique. Un choc suffisamment violent pour forcer les Alliés à négocier. Sur le terrain, les premières heures semblent leur donner raison. Les lignes américaines sont enfoncées. Des unités sont isolées.
Les routes se remplissent de réfugiés et de convois désorganisés. Pour un instant, l'histoire paraît hésiter. Mais l'artillerie américaine est toujours là. Ce qui a changé en revanche, c'est la nature même des obus. Depuis plusieurs mois, une nouvelle technologie est introduite progressivement sur le front européen. La fusée de proximité, appelée VT, contrairement aux fusées classiques qui déclenchent l'explosion à l'impact, celle-ci fait exploser l'obus à une hauteur précise au-dessus du sol, 6 à 15 mètres, l'altitude idéale pour projeter des éclats vers le bas, là où les hommes cherchent refuge. Les tranchées ne protègent moins Asflut. Les foxholes deviennent des pièges. Les haies cessent d'être des abris. Lorsque ces obus sont intégrés aux missions Time on Target, l'effet est dévastateur. Près de la Meuse, une colonne allemande est repérée en pleine progression. Les observateurs américains transmettent les coordonnées. 8 bataillons d'artillerie reçoivent l'ordre. Les calculs sont effectués en quelques minutes. Puis le feu est déclenché. Une seconde. Une seule. Les obus explosent au-dessus des arbres, des routes, des fossés. Une pluie d'éclats s'abat sur les colonnes encore en mouvement. Les véhicules de tête sont détruits. Les suivants s'arrêtent. Les hommes se jettent à couvert, mais le couvert n'existe plus. Le sol lui-même devient un vecteur de mort. Lorsque la fumée se dissipe, un bataillon entier a cessé de combattre. Les survivants refusent de sortir de leurs abris pendant des heures. Non par lâcheté, mais par calcul. Ils ont compris que se déplacer augmente la probabilité d'être effacé instantanément. Dans les rapports allemands, un changement de ton apparaît. Il ne s'agit plus seulement de pertes élevées ou de supériorité de feu. Les officiers parlent désormais d'une impossibilité structurelle de manœuvrer. Chaque tentative de concentration attire une réponse synchronisée. Chaque avancée est anticipée. Même l'effet de surprise, jadis l'arme préférée de la Wehrmacht, ne suffit plus. Car la machine américaine ne réagit pas à l'intention. Elle réagit au fait. Dès qu'une colonne existe, elle devient une donnée. Dès qu'elle est une donnée, elle peut être traitée. Dès qu'elle est traitée, elle peut être supprimée. À la fin de l'offensive des Ardennes, le constat est sans appel. Les dernières réserves allemandes ont été engagées. Les pertes sont irremplaçables, le moral est brisé. Les soldats ont affronté quelque chose qu'ils ne peuvent ni contourner ni neutraliser. Ce qui subsiste désormais, ce n'est pas une armée prête à se battre jusqu'au bout, mais une force qui comprend enfin pourquoi elle ne peut plus gagner. La guerre n'est plus une question de bravoure ou de manœuvre. Elle est devenue une question de système contre homme. À ce stade de la guerre, les officiers allemands ne se posent plus la question de savoir comment contrer l'artillerie américaine. Ils se demandent pourquoi ils n'y parviendront jamais. Les rapports internes deviennent plus lucides, plus froids, dépourvus d'illusions. On y trouve moins de références au courage ou à la ténacité et davantage à des notions inhabituelles pour une armée forgée dans la tradition prussienne. Logistique, standardisation, capacité de calcul, volume de production. Peu à peu, une vérité dérangeante s'impose. Le time on target n'est pas une ruse tactique, ce n'est pas une astuce de champ de bataille, ce n'est même pas une innovation isolée. C'est la manifestation visible d'un déséquilibre structurel. Sur le papier, rien n'empêchait l'Allemagne de comprendre la méthode. Les mathématiques étaient connues. Les équations balistiques aussi. Les ingénieurs allemands n'étaient pas moins compétents. Mais comprendre n'est pas suffisant quand les conditions matérielles rendent l'application impossible. Pour synchroniser des frappes à la seconde près, il faut des munitions identiques. L'Allemagne ne les a plus. Il faut des communications fiables et redondantes. Elles sont constamment coupées, interceptées, brouillées. Il faut du personnel formé exclusivement au calcul et à la coordination. L'Allemagne manque d'hommes et de temps. Il faut une industrie capable de produire des millions d'obus par mois sans variation significative. Cette industrie est en ruine. Même lorsque l'artillerie allemande tente des frappes coordonnées en alpin, s'atteint à la fin de la guerre, l'écart est criant. Les meilleurs tirs synchronisés atteignent une dispersion de plusieurs secondes. Côté américain, la norme est d'une précision de 3 secondes, souvent moins. Cette différence n'est pas marginale. Elle est existentielle. 3 secondes, c'est le temps qu'il faut à un soldat pour se jeter au sol. 3 secondes, c'est la frontière entre choc et survie. 3 secondes, c'est tout ce que le système américain refuse à l'ennemi. Les médecins militaires allemands, eux aussi, tirent leurs conclusions.
Les cas de traumatisme liés à l'artillerie synchronisée ne ressemblent pas aux chocs observés auparavant. Ils sont plus durables, plus profonds, moins réversibles. Les soldats qu'on touché ne récupèrent pas après quelques jours de repos. Certains ne récupèrent jamais. Ils ne redoutent plus seulement l'explosion. Ils redoutent le silence qui la précède. Dans les dernières semaines de la guerre, cette peur se propage même loin du front. Des unités en réserve, n'ayant jamais été directement frappées par un time on target, montrent déjà des signes d'appréhension extrême. La réputation de la méthode suffit. Le simple mot circule. Synchronisation, instantanéité, inévitable. La guerre psychologique ne repose plus sur la menace d'un assaut. Elle repose sur la certitude statistique de l'anéantissement. À ce moment précis, la Wehrmacht comprend qu'elle n'a pas été vaincue par une armée plus courageuse, ni même par une armée plus nombreuse. Elle a été dépassée par une manière différente de penser la guerre. Une manière où l'homme n'est plus au centre, où le système prime sur l'individu, où la décision humaine est remplacée par la procédure optimale. Il ne reste alors qu'une dernière chose à faire, constater, et accepter que ce qui s'est joué en Normandie ne disparaîtra pas avec la fin du conflit. Car cette méthode, une fois inventée, ne peut plus s'être désinventée. Le 25 juillet 1944, à 9h38, quelque chose s'est terminé. Mais quelque chose d'autre a commencé. Lorsque les derniers combats cessent en Europe de l'Ouest, lorsque les cartes sont redessinées et que les rapports finaux sont rédigés, beaucoup cherchent une explication simple à la défaite allemande. On parle de supériorité numérique, de ressources, d'erreurs stratégiques. Tout cela est vrai, et pourtant incomplet, car ce qui a réellement changé le cours de la guerre ne se mesure pas seulement en divisions détruites ou en territoires conquis, il se mesure en méthode. En 1944, l'armée allemande affronte encore la guerre comme un affrontement d'hommes, de volonté, de tradition militaire. Elle perfectionne ce qu'elle sait déjà faire. Elle fait confiance à l'expérience, à l'initiative individuelle, au génie tactique. Les États-Unis, eux, font autre chose. Ils transforment la guerre en processus. Chaque problème est découpé, analysé, optimisé. La coordination devient plus importante que l'héroïsme. La répétabilité plus importante que l'inspiration. La fiabilité plus importante que l'audace. Le time on target n'est que la manifestation la plus visible de cette transformation. Une seule seconde parfaitement synchronisée, rendue possible par une industrie capable de produire à l'identique, par des communications capables de survivre au chaos, par des hommes formés non pas à improviser, mais à exécuter une procédure avec une précision absolue. Face à cela, aucune tradition militaire ne tient. La division allemande anéantie en Normandie n'a pas été vaincue parce qu'elle manquait de courage. Les hommes qui la composaient avaient survécu à des campagnes que peu d'armées auraient supportées. Elle a été vaincue parce qu'elle a tenté de répondre avec des hommes à ce qui relevait déjà d'un système. Dans les années qui suivent la guerre, toutes les armées du monde tirent la même leçon. Les centres de commandement deviennent des réseaux. Les communications sont protégées, doublées, automatisées. La synchronisation devient un objectif en soi. La guerre moderne naît de cette logique. Aujourd'hui encore, chaque frappe coordonnée, chaque opération fondée sur le partage instantané de données, chaque doctrine dite en réseau, trouve ses racines dans ce tonnerre synchronisé qui s'est abattu sur la Normandie. Ce matin-là, les soldats allemands ont compris trop tard une vérité brutale. À partir du moment où la guerre devient industrielle dans son organisation, le courage individuel cesse d'être décisif. Dans l'ère des systèmes, ce ne sont plus les hommes qui s'affrontent directement. Ce sont des architectures contre des corps, des réseaux contre des réflexes, des secondes calculées contre des vies humaines. À 9h38, le 25 juillet 1944, la Terre n'a pas seulement explosé. Le futur de la guerre est né.